Ville de Laval compte dans ses rangs des artistes de grand talent. Alors, Jacqueline Gosselin, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Alors, dis-moi, ça fait longtemps que tu t'intéresses à la peinture? Oui, ça fait des années. J'ai commencé, j'étais quand même très jeune, à l'adolescence. Oui. Et puis, à travers les années, j'ai quand même toujours été intéressée par les arts et les lettres. Alors... les arts et les lettres aussi? Oui, parce qu'on voit ça aussi dans mon œuvre, parce que j'accompagne souvent mes tableaux d'une poésie qui explique un peu ce que j'ai vu ou ce que j'ai rêvé lors de la réalisation du tableau. Alors... Est-ce que tu as commencé par le dessin ou bien tu as commencé directement à faire de la peinture? Bien, ça a été pas mal simultané. Vous savez, quand j'étais tout petite, là, mon père me mettait sur ses genoux, puis il dessinait, puis il me racontait des histoires au fur et à mesure que le dessin avançait. Alors, je pense que mon goût de l'art et de raconter des histoires me vient de loin. Et puis, par la suite, bien, c'est sûr que j'aurais bien aimé faire mes beaux-arts, et puis, mais à l'époque, là, c'était... pas très bien vu, alors j'ai plutôt investi, me suis plutôt investie dans les arts et les lettres. Oui. Alors, écrire des poésies, peindre, le modelage, la sculpture, ces choses-là m'ont toujours intéressée. Ça veut dire que vous êtes autodidacte? Oui, je dirais que je suis autodidacte. J'ai pris des ateliers ici et là avec d'autres artistes là, à Laval. Mais dans le fond, c'est une expression personnelle qui me vient de toutes les formations que j'ai pu accumuler à travers les années, parce que j'ai pris des cours en art graphique, j'ai pris des cours en publicité sociétale, ce qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y a une dimension de création et de transmission aussi d'une idée à quelqu'un d'autre. Hein? C'est sociétal. Et puis, j'ai aussi suivi des cours en muséologie. Alors, aussi? Oui, au Collège Montmorency. Alors, vous aimez bien quand même, vous êtes curieux, vous aimez bien vous intéresser à toute forme d'art, beaucoup d'intérêt quand même. Oui, j'avais des intérêts divers, là, mais je pense que c'est vraiment mes cours en muséologie qui m'ont fait comprendre que, dans le fond, j'étais beaucoup plus intéressée d'être l'artiste qui est présenté que de présenter l'artiste. Alors... Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez intéressé aux arts graphiques, vous avez même étudié un peu là-dedans. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez étudié? Quel aspect vous avez étudié dans les arts graphiques? Bien, c'était à l'époque, tout se faisait à la main. Alors, j'ai touché à différentes choses. Alors, à la plume, à l'encre, à l'aquarelle, et puis des reproductions d'affiches. L'airbrush, même l'airbrush, je suppose. Non, l'airbrush, c'est pas... Non, pas de chance encore. OK, d'accord. Pas encore. Alors, est-ce qu'il y a des techniques que vous avez préférées quand même? Vous avez peut-être pas exploité, mais que vous avez bien aimé? Bien, probablement la sculpture, j'aimerais ça développer davantage avec le temps ou aussi m'investir dans des installations, compléter mes expositions avec d'autres façons de présenter la réalité que j'imagine. OK. Maintenant, actuellement, vous faites de la peinture, mais quel genre vous utilisez, quel matériel quand même pour faire... Moi, je fais des techniques mixtes. Les techniques mixtes. Auparavant, quand j'ai commencé, j'étais vraiment à l'huile. Et puis, à une certaine époque, j'ai décidé que je voulais aller plus loin au niveau de ma créativité. Alors, j'ai passé à l'acrylique. Et puis, de l'acrylique aux techniques mixtes, parce qu'on ne peut pas faire... les techniques mixtes, ça se fait bien avec l'acrylique. On pourrait toujours avec l'huile, mais l'huile, habituellement, c'est la dernière chose que l'on place sur le tableau. On ne peut pas rien rajouter par-dessus. Vous avez donc un geste rapide quand même pour prendre l'acrylique. Vous avez un geste rapide quand même. Oui, mais il y a aussi beaucoup parce que l'acrylique, j'utilise l'acrylique opaque, mais j'utilise aussi des couleurs qui sont très transparentes. Alors, il y a beaucoup de transparence qui sont accomplies par une technique qui ressemble un peu à celle utilisée avec l'aquarelle, parce qu'il y a de l'eau. Oui. L'acrylique, c'est à l'eau. Est-ce que vous attachez plus d'importance au sujet qu'à la technique?
quand vous faites une peinture? Bien, c'est simultané parce qu'on commence avec... un tableau n'est jamais complètement décidé en commençant. Il y a comme un dialogue qui s'établit entre la toile et l'artiste. Alors, on peut avoir une idée de départ au niveau des couleurs, et puis au fur et à mesure que le tableau avance, parfois il y a des personnages, il y a des animaux, il y a des idées qui émergent et qu'on décide d'interpréter par de la texture, par des collages, par l'ajout de différents matériaux. Ah, c'est intéressant. Maintenant, lorsque vous faites, mettons, vous utilisez beaucoup de couleurs fortes, des couleurs vives quand même. Ça vous plaît, les couleurs vives? Oui, moi, j'aime beaucoup la couleur. On me dit coloriste, on me dit un artiste coloriste. Oui. Alors, c'est ça, j'aime les couleurs vives. Je trouve que ça va chercher la force des sentiments dans les couleurs vives, pour moi. J'ai remarqué aussi que vous êtes très extraverti, c'est que vous aimez ça dans l'art des symposiums, parler avec les gens, discuter. C'est quelque chose que vous exploitez beaucoup? Oui, parce que c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, il y a un côté littéraire à mon art visuel. Alors, c'est un art narratif, ça raconte des histoires. Et puis, dans le fond, c'est un plaisir que de transmettre ça aux gens qui viennent me visiter, qui viennent voir mes tableaux. Alors, c'est certain qu'on peut toujours interpréter un tableau à sa façon, mais parfois, les gens vont voir quelque chose d'autre, vont découvrir autre chose qu'eux n'avaient pas pensé en parlant avec l'artiste. OK. Maintenant, lorsque vous faites une peinture, d'abord, ça vous prend beaucoup de temps pour compléter une toile, vous? Est-ce que vous commencez des toiles, puis vous mettez de côté, puis vous refignolez par après, ou bien si, lorsqu'une toile est finie, c'est terminé, quoi? Bien, ça dépend des tableaux. Ça peut arriver là, dans de la création qu'on arrive à un certain point avec un tableau, puis on dit, bon, ben là, je le mets un peu de côté parce que je sens qu'il me manque quelque chose et je voudrais aller plus loin avec, et j'en commence un autre, ou j'en continue un autre. Alors, c'est une démarche aussi qui peut être faite, mais la plupart du temps, j'aime terminer ce que je commence. Mais comme je vous dis, ça peut arriver à l'occasion. Je sais que vous faites beaucoup de symposiums. Pouvez-vous nous dire combien vous pouvez en faire par année, par exemple, des symposiums, des expositions? Ah, les expositions, ça peut être une dizaine d'expositions par année. Une dizaine par année? Oui, oui. J'ai des symposiums durant l'été, mais il y a aussi les solos, les duos, les salons des arts dans différentes régions. J'ai déjà fait le Salon des arts de Saint-Jérôme, celui de Victoriaville. Alors, ça fait des années très remplies. Là. Comme là, présentement, je suis aux sélections à Laval. Aux sélections à Laval. Bon, c'est c'est tout près du Carrefour Laval. Oui, tout près du Carrefour Laval. Alors, c'est une très belle exposition. J'expose là avec Lise Boilard jusqu'au 24 avril. 24 avril? Alors, 2 mois où je pense que les gens ont une belle opportunité d'aller voir des tableaux où il y a beaucoup de créativité qui s'exprime. Oui, c'est un beau lieu d'exposition parce qu'il y a une belle éclairage. L'atmosphère est agréable à cet endroit-là. Je trouve que c'est agréable. Puis vous faites un duo aussi avec Mme Boilard. Je trouve ça très intéressant de faire ça. Lorsque votre inspiration, vous allez la chercher comment? Bien, écoutez, c'est difficile à expliquer notre inspiration parce que dans le fond, c'est toute ta vie. Hein? C'est les expériences que tu as vécues, c'est les histoires, la mythologie, la vie aussi, des moments de vie qui sont importantes, la naissance d'un premier enfant, la rencontre d'un amoureux. C'est tout ça, en fait. Là, à un moment donné, il y a quelque chose qui te vient en tête. Comme une fois, par exemple, j'ai participé à une exposition où on avait jumelé un photographe avec un artiste. J'avais eu la maison, une église, là, je pense à Pointe-au-Percy. Et puis là, je regardais, je me disais, il faut que j'interprète ça.
comme il y avait des roches en début, ça me fait penser un peu à l'éducation religieuse qu'on a eue. Pierre, tu es Pierre, je bâtirai ma pierre sur cette église. Oui. Et puis là, j'ai décidé d'exploiter le thème plutôt sur la fragilité de l'Église. Alors, je l'ai comme perché sur un tas de pierres et je l'ai intitulé « Bâti sur pierre à la recherche de l'invisible ». Jacqueline Gosselin, vous avez été récipiendaire d'un prix, d'un magnifique prix dernièrement. Oui. Parlez-moi de ça. Bien, ça, c'était tout un honneur parce que Rosard m'a décerné le prix de l'artiste émérite 2015 cette année. C'est un grand prix parce qu'il y a beaucoup de bons artistes à la Corporation Rosard. Ah oui. Alors, ça a été vraiment un honneur pour moi de rejoindre mes 5 autres collègues qui les ont reçus dans les années précédentes. Oui. Alors, ben, ça fait toujours plaisir, hein? Ça flatte l'ego quand même. Hein? Ben, c'est très bien. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de l'effort, et puis c'est un mérite, je pense. Est-ce que c'est une peinture, c'est la peinture que vous nous présentez aujourd'hui qui a été non, la peinture. Non, parce que c'est pas sur la peinture. Hein. Ils font comme un vote au niveau des membres, et puis il y a un comité qui est organisé. Et puis, on regarde ce que l'artiste a produit dans les dernières années et on cherche un artiste qui a toujours excellé d'année en année et qui expose de façon régulière à Rosard. Et puis, c'est un vote des membres de la corporation et du comité. Et finalement, on en arrive à choisir une personne. D'accord. Et puis, il faut avoir été membre de Rosard pendant 3 ans avant d'être éligible à ce prix-là, à cet honneur-là. Mais c'est un honneur quand même, ça fait. Oui. Et je pense que vous avez déjà reçu des prix aussi quand même à Terrebonne. Il n'y a pas quelque chose à Terrebonne que vous avez reçu, des mentions? Oui. Bien, d'ailleurs, Terrebonne, ça fait 2 fois là, que je reçois un prix important. J'en ai reçu un il y a 5 ans. Alors, au premier symposium, j'avais reçu le prix du jury et j'en ai reçu encore un autre en juin passé, prix du jury 2015. À Terrebonne. Alors, en juin prochain, en 2016, je vais être l'artiste invité de ce symposium-là. D'accord, mais écoutez, les honneurs, il n'y a rien qui s'arrête. Quand même formidable. Une très bonne année. Oui, bien, Jacqueline Gosselin, on va vous souhaiter beaucoup de continuer à faire rayonner les arts sur la culture. Vous êtes très impliqué à Laval depuis longtemps. Alors, moi, je suis très fier de vous, très fier de vous avoir accueilli ici à l'émission. Et puis, les gens peuvent vous rejoindre sur voir votre site Internet. Oui. Quand même, vous avez de belles choses quand même. Ils vont pouvoir visionner. Bien, merci beaucoup, M. Lapierre. Ça fait un plaisir. Merci. La dentelle, vous connaissez? Nous avons à Laval une dentelière. Oui, c'est un art qui n'est pas tellement connu. Alors, j'accueille Nicole Brunet de Chambault, qui est de Sainte-Rose, et puis qui est dentelière. Ça fait longtemps, Mme Brunet, que vous faites ça? Environ 20 ans. 20 ans? Depuis ma retraite. Oui, mais mon Dieu, vous avez pris votre retraite jeune? Oui. Ah, quand même? Quand même. Mais d'où vous est venu le goût de faire de la dentelle? Bien, quand on était plus jeune, avec les religieuses, on apprenait à faire de la broderie, du crochet. Bon, alors j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai fait aussi du tricot. Et un jour, je suis allée en Europe, à Bruges, et j'ai eu le coup de foudre pour cet art qui est la dentelle. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici au Québec qui font de la dentelle quand même? Depuis les années 80, en fait, dans les années 70, il y a eu comme un regain. Et là, il y a certaines femmes qui sont allées même suivre des cours en Europe. Oui. Et depuis les années 80, il y a une association des dentelières du Québec. Et il y a des associations aux 4 coins de la province. Ben oui, j'ai vu que Bruxelles, quand même, c'est des endroits privilégiés pour la dentelle, je crois. Oui, c'est ça. Beaucoup encore de dentelières vont suivre des cours à Bruges ou Puy-en-Velay, qui sont des endroits très reconnus, là. Au moment où vous avez commencé à faire de la dentelle, est-ce qu'il y avait des gens ici au Québec qui en faisaient quand même, pour vous soutenir? Oui, parce que c'était l'Association des dentelières du Québec. Oui, vous étiez beaucoup? On était à l'époque
peut-être pas très nombreuses, peut-être une cinquantaine. Comme ça? Quand même, oui. Même quand on parle de Montréal et des environs. Il y avait beaucoup sur la rive sud. Il y avait déjà un nombre un peu plus... À Laval, il y en avait moins. Et maintenant, bien, on en a un peu partout. Là. Oui. Ouais, on est à peu près 200. Existe encore. L'association existe toujours. Oui. On est environ 200 membres. Est-ce que la technique évolue là-dedans quand même dans Il y a plusieurs sortes de dentelles. Okay? Oui. Alors, expliquez-moi ça. Quelle sorte de dentelle? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des différentes dentelles? OK. D'abord, il y a de la dentelle à fil, deux types de dentelles. Il y a de la dentelle à fil continu et la dentelle à fil coupé. La fil continu, c'est-à-dire que on commence et on termine avec les mêmes fils. Avec les mêmes fils. Et la fil coupée, chaque motif est indépendant et on les relie avec un accrochage avec l'aide de crochets. OK. Est-ce que les modèles varient, par exemple, entre l'Europe et puis ce que vous faites ici, les différents modèles? Est-ce que les sujets, je parle de sujets, mais le modèle, est-ce qu'il est complètement différent? Non, ça vient vraiment de l'Europe. OK, la dentelle vient d'Europe. Il y a des dentelles, évidemment, qui viennent ça a commencé en Italie, en Angleterre, bien sûr à Bruges, et on a des Flandres. Bon, il y en a différentes sortes de dentelles. Vous connaissez entre autres la dentelle noire, la dentelle chantilly. Il y a aussi des dentelles plus complexes comme la duchesse, du bench. Dites-moi, la duchesse, par exemple, qu'est-ce qui différencie la duchesse et la dentelle noire, quoi, quand même? La duchesse, entre autres, demande d'un fil beaucoup plus petit, un nombre assez considérable de fuseaux. C'est une technique plus complexe. Il faut être un petit peu plus averti pour commencer à apprendre. Là, est-ce que vous me parlez de fuseaux? Alors, un fuseau, c'est les petites choses qu'on voit ici, quand même. C'est des genres de petits bâtonnets que l'on pourrait dire. Ici, vous avez des fuseaux un peu de collection qui sont surtout en os, en ivoire. Mais en général, on utilise des fuseaux en bois qui peuvent avoir différentes formes, différentes grosseurs, différentes longueurs, selon la technique de dentelle que l'on utilise. Alors, lorsque vous avez des fuseaux semblables, vous avez un modèle, et puis ces fuseaux-là, la façon de déplacer, vont former des nœuds, quoi, bon. Quand même, d'une certaine alors, façon. Normalement, l'art de la dentelle, c'est le mélange de fils, un mélange de fils exécuté au fuseau ou bien à l'aiguille. Normalement, on utilise un coussin à dentelle. On y fixe un patron. Ce patron-là, on utilise des épingles. Ces épingles-là servent de support au fil qui sont enroulés, OK, après un fuseau. Ah bon? Et ça forme différents motifs. Oui, mais finalement, pour arriver à des motifs beaucoup plus grands, mais quand même, c'est un exemple de motif... C'est un exemple de motif qu'on peut utiliser comme sous-bouteille, sous-verre, si vous voulez. C'est une technique de base, c'est la technique de torchon que l'on appelle, que vous voyez surtout quand on est à Bruges, là, le fleury de Bruges, du torchon. Oui. C'est surtout ça que l'on voit. D'ailleurs, quand on commence à prendre de la dentelle, la plupart du temps, on commence soit avec la dentelle dite russe ou bien torchon. Ces deux techniques-là nous ouvrent les portes pour des dentelles plus complexes, plus élaborées. Mais c'est compliqué à prendre la dentelle? C'est un art. C'est un peu compliqué, c'est surtout long, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on va terminer ça dans la même journée. Souvent, je me rappelle, les premières élèves que j'avais me disaient, bien, si je veux faire, mettons, des rideaux. Là, je disais, oui, mais là, tu n'auras pas des rideaux cette semaine. Là, ça va prendre quand même quelques mois. Et c'est ça prend du temps. Une pièce comme ça peut prendre, ça, c'est du fil très, très fin. Ça peut prendre une cinquantaine d'heures à peu près. Une cinquantaine d'heures,
mais quand même, j'aurais pensé que ça aurait été peut-être été plus long, mais 50 heures, c'est quand même. C'est quand même une pièce qui n'est pas très grande. 50-60 heures, c'est à peu près ça. Là, je ne calcule pas le départ, je ne calcule pas le bobinage des fuseaux, la finition qui est toujours, bon, c'est comme n'importe quel travaux manuel, le départ et la fin est toujours un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez fabriquer votre propre dessin à la base ou bien si... Il y a certaines dentelières qui font des patrons, mais maintenant, il y a des livres, une quantité de livres que l'on peut avoir des patrons de différentes... Ici, c'est un carré. Ici, vous avez un cercle, mais ça peut être des rectangles, ça peut être des châles, ça peut être des poignets, ça peut être un col. On fait maintenant même des foulards, des éventails. Mais au départ, c'est sûr que c'était surtout utilisé pour le clergé. Parce que la dentelle est partie plutôt pour enjoliver un peu les surplis ou les aubes et même les nappes d'hôtel. Mais à l'époque des rois, quand même, on voyait beaucoup de dentelles chez les dames. Même les chapeaux étaient en dentelle. Louis XIV a été celui qui a rendu la dentelle. Avec lui, là, elle a atteint un peu son apogée. Tous les gens de la cour devaient porter de la dentelle et même le statut social était, d'après la dentelle que l'on portait, on pouvait être identifié. Oui, hein? C'est ça. Mais ici, en Nouvelle-France, avec les religieuses, les Ursulines, après les Sœurs de la Congrégation, les Sœurs Grises, entre autres, ça a été surtout pour les vêtements sacerdotaux. Les petits chapeaux bretons que l'on voit, est-ce que c'est de la dentelle, ça, ou encore? C'est de la dentelle aussi, qui est fait, de la dentelle, sûrement différentes sortes de dentelles, mais chaque région a aussi son type de dentelle. OK. Ça, ici, on voit de la dentelle faite avec des fuseaux. Est-ce que, lorsqu'on parle de crochet, est-ce que ça devient de la dentelle encore? La dentelle, c'est de la dentelle au fuseau ou de la dentelle à l'aiguille. C'est surtout ça que l'on voit. Mais il y a d'autres sortes de dentelles. La dentelle au crochet, de la dentelle sur filet, un filet noué qui ressemble aussi avec de la brodée. Et il y a de la frivolité. OK? Alors, c'est différentes sortes de dentelles qui sont aussi belles les unes que les autres. Quelles sont les qualités que ça prend pour faire de la dentelle? De la patience. La patience, hein? Il faut être en amour avec ça. Il faut... c'est une passion. C'est une passion, c'est un loisir. Moi, à ma retraite, je me disais, c'est ça que je veux faire et c'est ce que j'ai fait. Je suppose que ça prend aussi beaucoup d'habileté manuelle quand même. Si tu as trop d'arthrite dans les doigts, ça va être un peu plus difficile quand même. Oui, ça peut gêner parfois. Il faut aussi une bonne vision. Heureusement que maintenant, on a des lampes qui nous permettent de pouvoir regarder de plus près, parce que c'est sûr que si vous regardez ce fil-là, qui est très, très petit, qui ressemble presque à un cheveu, c'est évident que je ne peux pas faire ça à la noirceur, là. Il faut que j'aille vraiment... on travaille surtout le jour, mais surtout avec des lampes, des loupes. Je remarque que l'art se produit même dans les fuseaux. Monet, vous me disiez tout à l'heure, tu as des fuseaux faits avec des soupes, hein? Ah oui, ça, c'est des fuseaux de collection qu'on achète surtout en Angleterre, je crois. C'est des fuseaux en os, en ivoire. En ivoire? Oui, c'est ça. Ils ont chacun, souvent, il y a des motifs de fleurs. Même à l'intérieur de certains fuseaux, il y a des petits fuseaux. Il y a des fuseaux identifiés en notre nom. Alors ça devient ça coûte très cher? Oui, mettons que ce coussin-là, je voudrais pas le perdre, là. Parce qu'on peut calculer d'à peu près 25 $ minimum par fuseau. Par fuseau? Par fuseau. Hé là 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 là! Mais on n'achète pas ça d'un seul coup. Non. Parfois, on a des chances qu'il y a des anciennes dentelières qui décident de se départir un peu.
on en fait venir au départ et puis bien, ça devient une passion. Mais en général, on utilise des fuseaux en bois qui varient de 1 à 2 $ le fuseau. OK. Alors, on voit ici des fuseaux avec des os, des fuseaux de collection. Et puis, un peu plus haut, ça, c'est des fuseaux que l'on utilise la plupart du temps. Le bois peut être en essence différente, mais peu importe l'essence, ça sert à faire. Puis quand même, la conception des fuseaux, quand même, il faut les faire. On a quelques denteliers, ici fuseliers plutôt, quelques fuseliers qui sont très habiles. Et même ces fuseaux-là sont exportés en Europe. Maintenant, les sujets que vous faites servent à quoi actuellement? Oh, surtout de décoration, bien sûr. C'est difficile de vendre de la dentelle. Ça coûte. Oui, ça prend les trop gens ne sont pas prêts à payer le prix que ça, ouais, bien, ça vaut. si on est en Europe, c'est la même dentelle. On en achète en Europe. Mais ici, au Québec, c'est un peu méconnu. C'est limité quand même. Et il y a beaucoup de dentelles mécaniques aussi qui fait que ça coûte moins cher, bien sûr. Mais quand même, de la belle dentelle parfois. Alors, si des gens veulent s'initier à la dentellerie, oui, c'est ça, à l'art de la dentelle, oui. C'est l'association... Il y a une association ici au Québec. Je suis un des professeurs de cette association-là, mais j'ai donné à votre... oui, une petite carte là, de l'association montrant les coordonnées où on peut... on se réunit une fois par mois, 4e samedi du mois, normalement. Bien, Nicole Leblanc, Nicole Brunet de Chambault, c'est formidable de vous avoir accueilli, d'avoir ça. C'était vraiment intéressant. Puis je pense qu'on peut aller voir, vous avez un site Internet? L'Association des dentelières a un site Internet. OK, l'Association des dentelières, on peut aller voir ça. Je pense que c'est www.dentelière au pluriel. De toute façon, on va le soumettre, vous allez le voir sur l'écran. Québec.com, c'est ça. Ah, bien, formidable. Moi, je vous remercie d'avoir... C'était vraiment intéressant. On a appris beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci.